Bienvenue sur Zoom In, où on décortique ensemble des sujets captivants. Cette fois-ci, on plonge dans le XXe siècle, une période pleine de bouleversements. Oui, absolument. On va explorer un tas de sujets différents de la naissance de Mickey Mouse à la tragédie de Jonestown, en passant par la construction de l'Empire State Building. Exactement. Vous nous avez donné plein de choses intéressantes et on va essayer de comprendre comment des événements apparemment isolés peuvent avoir des conséquences inattendues et durables sur le monde d'aujourd'hui. Ok. On commence par un sujet léger, l'impact de Walt Disney sur le monde du divertissement. Vous avez inclus un article sur les débuts de Disney. Oui. C'est incroyable de penser qu'une simple souris de dessin animé a pu engendrer un conglomérat médiatique mondial. Oui, c'est assez incroyable. Il y a plusieurs facteurs qui ont contribué à l'influence de Disney, surtout sur les enfants. Ouais. D'abord, Disney a compris très tôt le pouvoir de l'animation pour raconter des histoires universelles qui touchent petits et grands. Ensuite, il a su créer des personnages attachants et inoubliables comme Mickey Mouse, qui sont devenus des icônes de la culture populaire. Bien sûr. Et enfin, Disney a été un pionnier dans l'utilisation de nouvelles technologies comme le son et la couleur pour rendre ses films plus immersifs et spectaculaires. Et bien sûr, il y a Disneyland, vous avez inclus une anecdote sur la journée d'ouverture chaotique de Disneyland. Ah oui? Au-delà du succès du parc, j'aimerais qu'on explore son impact culturel. Est-ce que Disneyland a vraiment transformé notre conception du divertissement? Absolument, Disneyland a été bien plus qu'un simple parc d'attractions. Il a créé un univers immersif où les visiteurs peuvent s'évader du quotidien et vivre une expérience unique. Disneyland a aussi popularisé le concept du parc à thème, qui est devenu un modèle pour les parcs d'attractions du monde entier. Et on ne peut pas parler de Disney sans mentionner Star Wars, qui est aussi mentionné dans vos sources. Le succès de ce film indépendant en 1967 a été phénoménal, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est son impact sur le merchandising. Effectivement, George Lucas, le créateur de Star Wars, a eu l'idée révolutionnaire de garder les droits sur les produits dérivés. Avant Star Wars, le merchandising était presque inexistant dans le cinéma. Ouais. Lucas a compris le potentiel commercial de son univers et ça a changé l'industrie à jamais. Aujourd'hui, on voit des produits dérivés pour tous les films et séries à succès. Mais c'est vraiment Star Wars qui a ouvert la voie. C'est un exemple frappant de l'influence d'un seul film sur toute une industrie. Tout à fait. Passons maintenant à un sujet plus grave avec un article que vous avez fourni sur la guerre civile espagnole. Ce conflit est souvent éclipsé par la Seconde Guerre mondiale, mais il a eu un impact énorme. La guerre civile espagnole, c'est bien plus qu'une simple guerre civile. Ouais. C'est une guerre idéologique qui a opposé les forces républicaines soutenues par l'Union soviétique aux forces nationalistes dirigées par Franco et soutenues par l'Allemagne nazie. Et l'Italie fasciste, la guerre a eu des répercussions internationales car elle a été perçue comme un prélude à la Seconde Guerre mondiale. Et Franco est resté au pouvoir pendant près de 40 ans après la guerre. L'Espagne a été isolée sur la scène internationale pendant une grande partie de cette période. C'est un rappel que les conséquences d'un conflit peuvent durer des décennies. Vous avez aussi inclus des sources sur la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Cet accident nucléaire a révélé au monde entier les dangers de cette énergie. Oui, et il a aussi mis en lumière le manque de transparence du régime soviétique. Ils ont essayé de minimiser l'accident, ce qui a amplifié la catastrophe. Tchernobyl a eu un impact énorme, changeant notre perception de l'énergie nucléaire. C'est un rappel brutal que les technologies, même les plus avancées, peuvent avoir des conséquences désastreuses. Parlons maintenant d'un événement politique majeur, la crise de succession britannique de 1936. Oui. Vous avez partagé un article sur l'abdication d'Edward VIII qui a choisi d'épouser Wallis Simpson plutôt que de rester roi. Ce qui est intéressant, c'est la puissance de l'opinion publique à l'époque. Ouais. Le roi a choisi l'amour plutôt que le trône, ce qui était inimaginable. Imaginez le scandale. Cela montre que même les monarques doivent tenir compte de l'opinion publique, même s'ils sont censés être au-dessus de tout ça. D'un côté, on a l'abdication du roi pour amour, et de l'autre, on a la Station spatiale internationale, un symbole de coopération internationale. Comment concilier ces deux événements qui semblent si différents? Ce qui est intéressant, c'est que ces deux événements apparemment opposés reflètent la complexité du XXe siècle. D'un côté, on a des conflits et des divisions, et de l'autre, on a une volonté de coopérer pour atteindre des objectifs communs. La Station spatiale internationale, lancée en 1988, est un exemple de ce que l'humanité peut accomplir lorsqu'elle travaille ensemble, malgré les tensions et les rivalités. Et en parlant de coopération, vous avez inclus une source sur le plan, Marshall Appachal. Ce programme d'aide américain pour la reconstruction de l'Europe, après la Seconde Guerre mondiale, était une initiative audacieuse. Absolument. Les États-Unis ont investi des milliards de dollars pour aider l'Europe à se relever. On pourrait penser que c'était purement altruiste, mais il y avait aussi des motivations géopolitiques, n'est-ce pas? Bien sûr, le plan Marshall visait aussi à endiguer l'expansion du communisme en Europe
En aidant les pays européens à reconstruire leurs économies, les États-Unis espéraient les rendre moins vulnérables à l'influence soviétique, et ça a fonctionné le plan. Marshall a été un succès économique et politique contribuant à la prospérité de l'Europe de l'Ouest et à la consolidation du bloc occidental pendant la guerre froide. C'est un exemple intéressant de comment l'aide internationale peut servir des intérêts stratégiques. On a parlé de l'influence américaine en Europe, mais vous avez aussi inclus des sources sur un événement qui a marqué la fin de l'influence britannique au Moyen-Orient, la crise du canal de Suez en 1956. Ah oui, la fameuse débâcle de Suez, c'est un épisode qui a révélé au grand jour le déclin de la puissance britannique. Après la Seconde Guerre mondiale, le Royaume-Uni était encore une puissance mondiale. Mais son influence diminuait rapidement. La crise de Suez a mis en évidence ce déclin. Pour nos auditeurs qui ne sont pas familiers avec cet événement, pouvez-vous nous expliquer le contexte? Bien sûr, le canal de Suez est une voie navigable stratégique contrôlée par les Britanniques, et les Français en 1956, le président égyptien Nassif, décide de nationaliser le canal, ce qui provoque la colère de la France et du Royaume-Uni, en réponse ces deux pays, ainsi qu'Israël lance une opération militaire pour reprendre le contrôle du canal. Et ça a été un désastre, n'est-ce pas? Oui, un fiasco total, les États-Unis et l'Union soviétique. Alors, en pleine guerre froide, condamne l'intervention, le Royaume-Uni se retrouve isolé et est contraint de se retirer. C'est une humiliation pour le Royaume-Uni et pour son Premier ministre Anthony Eden. La crise de Suez a eu un impact énorme sur la géopolitique du Moyen-Orient. Elle a renforcé le nationalisme arabe et a donné à Nasser le statut de héros dans le monde arabe. On passe maintenant à un sujet plus léger, mais tout aussi révélateur des changements sociaux du XXe siècle. Vous avez inclus une source sur l'émergence de la mini-jupe dans les années 60. Est-ce qu'on peut vraiment dire que la mini-jupe a été un symbole d'émancipation pour les femmes? C'est une question complexe. D'un côté, la mini-jupe était vue comme une affirmation de soi, un refus des conventions et une revendication de la liberté individuelle. Elle est apparue à une époque de profonds bouleversements sociaux avec la libération sexuelle et la montée du féminisme. D'un autre côté, certains considéraient la mini-jupe comme un vêtement provoquant, voire indéniable, qui sexualisait le corps des femmes. Certains féministes ont même critiqué la mini-jupe, la considérant comme un outil du regard masculin. C'est intéressant de voir comment un simple vêtement peut susciter autant de débats et de controverses. On a parlé de changements sociaux positifs, mais vous avez aussi inclus une source sur un événement tragique qui a choqué le monde entier, la tragédie de Jonestown en 1968. Comment expliquer qu'autant de personnes aient pu se laisser endoctriner par Jim Jones, le gourou du temple du peuple, au point de se suicider collectivement? C'est une question difficile. Jones était un manipulateur hors pair. Il a exploité les faiblesses de ses adeptes, leur promettant le paradis sur Terre, et les isolant du monde extérieur. Il a aussi utilisé la peur et la culpabilité pour les contrôler. Beaucoup de ses adeptes étaient des personnes vulnérables en quête de sens et de communauté. Jonestown est un rappel des dangers des sectes et de la manipulation mentale. C'est aussi un rappel de l'importance de l'esprit critique et de la vigilance face aux discours manipulateurs. On passe maintenant à un autre sujet qui illustre l'ambition et le progrès du XXe siècle. Vous avez fourni des documents sur la construction des gratte-ciel emblématiques de New York, comme l'Empire State Building. Ces buildings sont bien plus que du béton et de l'acier. Ils symbolisent le boom économique, l'ambition architecturale et la course à la hauteur qui caractérisait les États-Unis dans les années 20 et 30. L'Empire State Building, achevé en 1931, est devenu le plus haut bâtiment du monde, un titre qu'il a conservé pendant près de 40 ans. C'est le symbole de la puissance américaine et de l'ingéniosité humaine. Mais ces gratte-ciel ont aussi eu un impact social important, n'est-ce pas? Absolument. Ils ont transformé le paysage urbain de New York, créant de nouveaux quartiers d'affaires et attirant des millions de travailleurs. Ils ont aussi eu un impact culturel, devenant des icônes de la culture populaire, apparaissant dans des films, des séries télévisées et des œuvres d'art. On ne peut pas imaginer New York sans l'Empire State Building. C'est un monument qui fait partie intégrante de l'identité de la ville. Passons maintenant à un sujet qui nous concerne tout l'environnement. Vous avez inclus le livre Printemps silencieux de Rachel Carson, publié en 1962. Ce livre a été un véritable électrochoc pour la conscience écologique. Rachel Carson est une biologiste marine visionnaire. Son livre a alerté le monde sur les dangers des pesticides, notamment du DDT, qui était alors largement utilisé. Elle a montré que les pesticides ont des conséquences désastreuses sur l'environnement, contaminant les sols, l'eau et l'air, et mettant en danger la santé humaine et animale. Avant Printemps silencieux, l'utilisation massive de pesticides était considérée comme un progrès, un moyen de lutter contre les insectes nuisibles et d'accroître les rendements agricoles. Carson a remis en question cette vision et son livre a eu un impact considérable. Oui, Printemps silencieux a déclenché un débat national sur l'utilisation des pesticides et a conduit à l'interdiction du DDT aux États-Unis. Le livre est considéré comme le point de départ du mouvement écologiste moderne.
Il a sensibilisé le public à la fragilité de l'environnement et a incité les gouvernements à prendre des mesures pour protéger la nature. On voit encore aujourd'hui l'influence de Rachel Carson. La prise de conscience des enjeux environnementaux est plus forte que jamais, et les mouvements écologistes continuent de se battre pour la protection de la planète. On a beaucoup parlé de la guerre froide. Jusqu'à présent, vous avez inclus des sources sur la course à l'espace, un des aspects les plus spectaculaires de cette rivalité entre les États-Unis et l'Union soviétique. La course à l'espace a commencé en 1957, lorsque l'Union soviétique a lancé Sputnik, le premier satellite artificiel à être mis en orbite autour de la Terre. C'était un véritable choc pour les États-Unis. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient en retard sur les soviétiques dans le domaine spatial. Et ça a déclenché une compétition acharnée entre les deux superpuissances. Absolument. Les États-Unis ont réagi en créant la NASA et en investissant massivement dans la recherche spatiale. La course à l'espace était lancée et les deux pays se sont livrés une bataille technologique sans merci, chacun cherchant à réaliser de nouvelles prouesses pour prouver sa supériorité. En 1961, Yuri Gagarin, un cosmonaute soviétique, est devenu le premier homme à voyager dans l'espace. C'était une nouvelle victoire pour l'Union soviétique et un coup dur pour les États-Unis. Mais les Américains n'ont pas baissé les bras en 1969. Neil Armstrong est devenu le premier homme à marcher sur la Lune. C'est un moment historique qui a marqué un tournant dans la course à l'espace. La course à l'espace a eu des conséquences importantes au-delà de la simple compétition entre les deux superpuissances. Elle a accéléré le développement de nouvelles technologies, notamment dans les domaines de l'informatique, des télécommunications et des matériaux. Elle a aussi stimulé l'imagination du public et inspiré de nombreuses œuvres de science-fiction. Et même si la guerre froide est terminée, la conquête de l'espace continue. De nouvelles puissances spatiales émergent comme la Chine et l'Inde, et l'exploration spatiale reste un domaine d'innovation et de découverte. On a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, des événements graves, des moments historiques, des changements culturels. Il nous reste encore un sujet à aborder avant de conclure cette exploration du XXe siècle. On a beaucoup parlé de l'impact culturel de certains événements, et vous avez inclus une source sur un événement sportif majeur, les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin. C'est un exemple frappant de la façon dont le sport peut être instrumentalisé à des fins politiques. Absolument, les Jeux Olympiques de 1936 ont été organisés par le régime nazi, qui les a utilisés pour promouvoir son idéologie de la supériorité aryenne. Ils ont construit des installations sportives grandioses et ont mis en scène une cérémonie d'ouverture spectaculaire, tout cela pour montrer au monde la puissance de l'Allemagne nazie. Malgré les appels au boycott de la part de certains pays et de certaines organisations, un nombreux pays ont participé aux Jeux, ce qui a donné tribune au régime nazi. Oui, et c'est un sujet qui continue de faire débat aujourd'hui. Certains pensent que les pays auraient dû boycotter les Jeux pour protester contre la politique raciste et antisémite du régime nazi. D'autres estiment que la participation aux Jeux était importante pour montrer que le monde libre ne se laissait pas intimider par la propagande nazie. C'est un dilemme moral complexe et, malgré la propagande nazie, il y a eu un athlète qui a brillé de mille feux à ces Jeux, l'athlète afro-américain Jesse Owens. La victoire de Jesse Owens, qui a remporté 4 médailles d'or, a été un camouflet pour le régime nazi et son idéologie de la supériorité aryenne. C'était une victoire pour le sport et pour l'humanité. Les Jeux Olympiques de 1936 sont un exemple de la façon dont un événement sportif peut être à la fois un outil de propagande et un symbole d'espoir. Pour terminer notre exploration du XXe siècle, revenons à un sujet qu'on a déjà abordé, l'influence de Disney. Vous avez inclus un article qui se penche sur l'évolution de l'empire Disney après la mort de Walt Disney en 1966. Après la mort de Walt Disney, son entreprise a connu une période de stagnation. Les films produits dans les années 70 et 80 n'ont pas eu le même succès que les classiques de l'âge d'or de Disney. Mais dans les années 90, l'entreprise a connu un renouveau spectaculaire avec des films comme La Petite Sirène, La Belle et la Bête et Le Roi Lion. Ce renouveau a été marqué par l'arrivée d'une nouvelle génération de réalisateurs et d'animateurs qui ont su insuffler un vent de fraîcheur à l'univers Disney. Et ce renouveau s'est accompagné d'une stratégie commerciale agressive avec le développement de parcs à thème de produits dérivés et de chaînes de télévision. Disney est devenu un véritable empire médiatique présent dans tous les domaines du divertissement. Et on ne peut pas parler de Disney sans mentionner l'acquisition de Pixar en 2006, qui a donné un nouvel élan à l'animation numérique. L'acquisition de Pixar a été un coup de maître pour Disney Pixar, était alors le studio d'animation le plus innovant au monde, avec des films comme Toy Story et Monstres Ainsi. En intégrant Pixar Disney, s'est assuré une place de leader dans l'animation numérique. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, explorant des événements majeurs du XXe siècle, des plus légers aux plus graves. Qu'est-ce que vous diriez que nous avons appris au cours de cette exploration ? Je pense que ce qui ressort le plus, c'est la complexité du XXe siècle. C'est un siècle marqué par des progrès extraordinaires, mais aussi par des guerres, des génocides et des catastrophes naturelles. C'est un siècle de contrastes d'espoir et de désillusion.
Et c'est un siècle qui continue de nous influencer aujourd'hui. Les événements du XXe siècle ont façonné le monde dans lequel nous vivons, et il est important de comprendre pour mieux appréhender les défis du présent et de l'avenir. Absolument. L'histoire n'est pas qu'un simple récit du passé, c'est un outil précieux pour comprendre le présent et pour construire un avenir meilleur. Merci beaucoup pour cette plongée dans le XXe siècle. Merci à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.